IDFM Radio Anguin 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Émission Au-delà du miroir avec Jean-Louis Arami. Il y a un S à la fin qui ne se prononce pas. Bonsoir Jean-Louis Arami. Bonsoir Joël. Alors, vous avez publié un livre récemment qui s'appelle « J'ai traversé le mur de lumière » qu'on peut se procurer par une association qui s'appelle Le Mur de Lumière, qui se trouve à Saint-Prix, je crois, dont la présidente Chantal Georges a un numéro de téléphone qu'on donnera en fin de l'émission. Alors, j'ai traversé le mur de lumière. On a déjà fait une émission qui a été rediffusée à 14h, donc pour ceux qui écoutent la radio, ils vont peut-être penser qu'on rabâche, mais on peut peut-être rappeler pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission de 14h, qui vous êtes, Jean-Louis Arami. Vous allez le dire mieux que moi. Donc, Jean-Louis Arami, voilà. Effectivement, donc, j'ai 65 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Vous êtes un baroudeur. Et par contre, voilà, oui, j'ai fait 30 ans de carrière, on va dire ça, dans la gestion de crise internationale. Et puis ensuite, donc, j'ai eu 2 sociétés d'informatique où on a travaillé surtout sur la recherche et développement dans le domaine de la connaissance pour l'État et avec des grands groupes industriels. D'accord. Et donc, vous êtes, on peut dire, un chercheur. On peut vous appeler comme ça un peu. On peut dire, c'est un bien grand mot, mais disons, j'ai fait beaucoup de recherches, oui, tout à fait. Et vous avez recherché quoi en particulier ? Dans un premier temps, on a cherché à essayer de maîtriser ce qu'on appelle la connaissance. Et puis ensuite, j'ai fait aussi beaucoup de recherches, mais dans le domaine de la spiritualité, c'est-à-dire au-delà des problèmes, par exemple, que j'ai rencontrés sur des expériences de mort imminente en particulier. Et puis j'ai voulu savoir ce qu'il y avait vraiment de l'autre côté, en appliquant une démarche, disons, scientifique. C'est-à-dire que vous avez fait des expériences de mort imminente, plusieurs ? J'en ai fait au total 4, j'en relate 2 dans mon livre, et surtout également j'en ai fait, je dirais par procuration à la mort de mon grand-père. Alors là, vous pouvez peut-être développer un peu comment peut-on faire par procuration une expérience de mort imminente. C'est quand même bizarre, oui, tout à fait. Effectivement, donc une nuit, j'ai fait. Alors au départ, je croyais que c'était un rêve, et puis j'ai mon oncle qui est venu me chercher. Donc on était dans une petite ville qui s'appelait Langon, et là il m'a demandé de monter en moto parce qu'il voulait me montrer où il allait. Il venait chercher le grand-père et il me montrait où est-ce qu'il allait l'amener. Donc ça, je le relate dans le livre, et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté sur cette moto, comme je le faisais avant quand j'étais jeune, et là, il m'apprenait à tomber à l'époque. Et effectivement, j'ai compris aussi quelque chose, c'est que il m'a demandé de le serrer très fort si j'avais peur, parce que il ne pouvait pas m'amener si j'avais encore peur. Et effectivement, au bout d'un 3 ou 4e essai, j'ai lâché prise complètement, et je lui ai dit ok, je me suis dit c'est bon, tant pis, si je meurs c'est pas grave, je pars. Et là on est tombé, on a traversé c'est sur la Garonne, donc on a traversé le parapet, puis je me suis retrouvé complètement dans les airs, j'ai senti la moto qui tombait, puis ensuite il y a eu une espèce de chose tout à fait bizarre qui s'est passée, des tremblements, et puis j'ai senti quelque chose qui s'échappait de moi comme ça, et j'ai vu mon corps qui tombait également. Alors quand vous faites le geste qui n'est pas visible pour les auditeurs, ça s'échappait par le bas ? Oui, c'est-à-dire que je me suis... c'est vraiment une drôle d'impression, quoi. C'est-à-dire quand là vous avez fait un geste comme si vous... Oui, voilà. Comme si vous vidiez vos poches, quoi, je veux dire. Ah, tout à fait. Le corps est tombé, mais il n'est pas tombé d'un coup. Il y a eu des secousses, et puis des vibrations, et tout d'un coup, paf, il s'est détaché. Et c'est là que je me suis senti, parce qu'au départ, si vous préférez, mon oncle était en haut, et je le voyais, et moi je tombais. Et jusqu'au moment où, effectivement, il y a eu cette chose
Une rupture. Voilà, je me suis détaché complètement de mon corps. Et là, je me suis senti léger. J'ai commencé à monter, j'ai regardé en bas et je voyais le corps qui tombait. Ça fait bizarre, quoi. C'est une drôle d'impression. C'est des ressentis qui sont terribles parce que. Donc là, vous voyez votre corps en bas et quand vous l'avez vu, vous aviez envie d'y retourner, vous étiez triste. Comment ça s'est passé? J'étais déjà c'était une espèce d'euphorie. Je peux pas dire. C'est une drôle de sensation. Mais par contre, quand j'ai senti que je me rapprochais de mon oncle, c'est-à-dire que j'arrivais à m'élever, donc je me suis élevé et là, j'ai pas eu de peur. J'y suis allé comme à l'époque, je partais en opération, quoi, sans me poser de questions. Et effectivement, quand je suis arrivé vers lui, il m'a dit, viens maintenant, je vais te montrer où je vais amener Pépé. Alors effectivement, je l'ai suivi un petit peu. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a montré? Tout d'abord, c'est ce que j'ai ressenti qui est important. On verra après, parce que quand j'ai commencé à me stabiliser, je dirais, tout d'un coup, j'ai entendu une mélodie que j'ai toujours dans la tête. C'était une harmonie fabuleuse, c'était quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'on appelle la musique des sphères. Peut-être, oui, vous donnez le nom, mais c'est vrai que bien après, j'ai appris qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient fait des EMI, qui avaient entendu ce type de musique. Et c'est vrai que c'est la première chose que j'ai entendue, et surtout, elle venait de nulle part, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de direction privilégiée. C'est comme si je baignais à l'intérieur de cette musique. Et puis ensuite, j'ai senti que j'avais pas ni froid ni chaud. Et là, ça m'a un peu impressionné parce que il n'y avait aucune sensation de température. Et pour terminer cette partie d'ambiance, je dirais que ce qui m'a encore le plus frappé, c'est cette clarté. C'est-à-dire, il n'y avait pas de soleil, il n'y avait rien, mais on voyait. C'était une clarté, elle était partout également. C'est la lumière, il n'y a pas d'ombre. Voilà, exactement. C'est la lumière, il n'y a pas d'ombre. C'est bizarre comme impression. C'est comme si la lumière venait de l'intérieur des choses. Oui, et puis on baignait dedans en plus, quoi. C'est vraiment particulier, ces sensations. Alors, tout ça, vous l'avez vu comment, si votre corps était en bas? Mais c'est autre chose. Vous n'êtes pas posé la question sur le moment, non. Non, vous trouviez ça normal Oui, presque normal. J'avais déjà eu des EMI, j'avais fait déjà des EMI, donc non, c'était un voyage, je pensais que c'était un voyage. Et puis, il m'a dit, ok, voilà, viens, je vais t'amener. Alors, je vais venir maintenant où est-ce qu'il m'a amené. Donc, au départ, il est parti pour montrer le chemin. Et puis, moi, j'arrivais pas, je ramais, j'avais l'impression de remonter des espèces de flux d'énergie. C'était horrible, c'était très très dur. Et puis à un moment donné, il me dit, mais tu fais comme dans une rivière. Si tu vas, tu sens les flux. Si tu vas au milieu, tu pourras pas remonter. Il faut que tu passes sur les côtés et tu vas remonter. Et puis, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à faire des espèces d'arabesques dans le vide, je peux pas dire, quoi. C'était bizarre. Et puis j'ai commencé à avancer, puis à un moment donné, j'arrivais à le suivre. Mais lui, il allait tout droit. Je suis après, pourquoi? Et puis, donc lui, il pouvait aller tout droit, mais vous étiez obligé de faire des... Ouais, j'étais obligé de faire des détours. Des détours, ouais. Et alors, j'arrivais pas à remonter. Et après, normalement. vous avez su pourquoi? Oui, tout à fait. Mais on reviendra après à ça. D'accord. Je vais finir parce que, à un moment donné, je vois une espèce de lumière dans un coin comme ça. On remontait, puis sur la gauche, je vois de la lumière. Une lumière parmi la lumière? Non, c'était une lumière, c'était bien éclairé, il faisait nuit et c'était éclairé là, par contre. Il y avait une petite lumière. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Et il me dit, mais écoute, viens, je vais te montrer justement. C'est bien que tu me poses la question. Et donc, on y est allé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au fur et à mesure que j'approchais, j'avais l'impression d'avoir une montagne devant, qui était dans la pénombre, et puis une espèce de château, de petits châteaux, qui sortait de la montagne. Et là, quand on s'approche, je vois une espèce de terrasse, et je me mets juste où il y a les bordures de la terrasse, quoi. Et puis je regarde. Et puis il me dit, tu vois ce que c'est que la vie? Puis je regarde à l'intérieur, je vois c'était allumé. Et là, je me dis, mais oui, ils sont en train de manger. Il y avait des gens en train de manger. Puis je me dis, tiens, ça doit être une fête. Puis tout d'un coup, je regarde, il y avait une mariée.
Les gens dansaient. Puis je lui dis, mais oui, mais voilà, c'est ça la vie. Ils sont en train de faire la Java, il y a un mariage, ils sont contents, ils sont heureux. Il me dit, non, recule. Je recule. Puis il m'a dit, mais tu vois ce que c'est que la vie? Je lui dis, non, ils sont en train de manger, quoi. Ils s'amusent. Il me dit, recule. Et là, je commençais à reculer, à reculer, à reculer. Jusqu'au moment où alors j'ai eu une sale impression, j'ai compris. Je me suis dit, mais, ils sont prisonniers. Ils ne peuvent pas sortir. Et tandis que vous étiez à l'extérieur, vous pouviez prendre du recul. Exactement. J'étais ailleurs, mais pas prisonnier. Mais c'est bien d'être prisonnier aussi, quelque part, non? On est prisonniers, là, en ce moment, tous les deux. Oui. Dans ce studio d'IDFM. Sinon, on ne serait pas en train d'en parler. Exactement. Mais peut-être qu'on est dans le château. Si c'est un château, ça va. Si c'est une prison, c'est déjà plus embêtant. Après, c'est une appréciation. Et chacun... Après, c'est pour ça. C'est un chemin intime. Il n'y a pas de vérité dans ce Alors, ça voulait dire que votre grand-père se sentait libéré de ses attaches? Non, attendez. C'est pas fini. Non, c'est pas fini, voilà. Et donc, à un moment donné, on est allé, il y avait une espèce de vallée, ça faisait une vallée, avec une clarté. Et là, j'ai bien vu qu'il y avait une clarté qui arrivait, qui commençait bien à... Comme si le jour se levait. Voilà, exactement, oui, tout à fait. Et puis, donc, il m'a dit, bon, on va suivre la vallée. Et là, par contre, alors, j'ai eu quelque chose de fabuleux. À un moment donné, j'arrivais pas à passer. J'avais un truc, je pouvais pas passer. C'était pas possible. Il y avait comme une grille. Et puis, il m'a dit, mais vas-y, tu vas laisser quelque chose. Et tu seras bien après. Et donc, j'ai foncé à un moment donné dans une espèce de grillage. Je suis passé. Et tout d'un coup, je me suis senti libéré encore d'autre chose. Et j'étais beaucoup plus, beaucoup plus léger. Et là, j'ai pu le suivre. Et on a remonté la clarté. Et c'était une lumière qui était bizarre, qui était chaude, qui était... je sais pas, au fur et à mesure que j'avançais, j'avais l'impression que je découvrais, il y avait... Comme j'accédais à la connaissance. J'accédais à quelque chose de fabuleux, une béatitude. Il y avait de l'harmonie, il y avait de la beauté, Et puis, au fur et à mesure, comme ça, j'ai commencé, puis c'était... ce que les gens disent, par exemple, quand ils font des EMI, c'est l'amour, quoi, avec un grand A. Et puis, au fur et à mesure, on a avancé. On est arrivé vers cette espèce de vortex, une espèce de truc qui aspirait. Et puis là, il m'a dit, bon, voilà, je vais amener Pépé dans la lumière. Mais toi, tu peux pas y aller. Qui vous a dit ça? Mon oncle, qui était déjà parti, lui. Lui est déjà parti, oui. Ça faisait combien de temps qu'il était déjà parti? Ça faisait plus de 40 ans. Une quarantaine d'années. Il avait 20 ans. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que à un moment donné, je lui dis, mais je peux pas continuer. Et il me dit non, parce que toi, t'es pas mort. Et donc, on est revenu. Mais le plus étonnant encore, c'est que lorsqu'on est revenu, il m'a ramené sur le bord. Je lui ai dit, mais comment je vais savoir si c'est vrai? Ce que j'ai fait là. Comment je saurais que c'est pas un rêve? Et là, il m'a dit la chose suivante. Il me dit, Pépé te laissera un message. Et ce message, je l'ai eu. Vous l'avez eu, mais vous nous avez pas dit dans combien de temps vous êtes redescendu. Comment ça se fait que vous êtes redescendu? Vous aviez envie de rester là-haut? J'avais envie de rester là-haut, mais il m'a dit que c'était pas mon heure, que c'était pas moi qui devais mourir. Et quand je suis revenu à moi le matin, il devait être 5h30 par là, vers presque 6h, quoi. 6h moins 5. Dès que je suis revenu à moi, le téléphone a sonné à la maison. Et là, ma nièce, qui était restée
qui était infirmière à Agen, à l'hôpital. Elle m'appelait pour me dire que Pépé venait de partir. D'accord, vous m'avez pas toujours dit pourquoi il allait tout droit. À un moment, alors, quand vous pourquoi êtes... il allait tout droit, mais ça, alors que... Non, pas maintenant. Ça, je l'ai compris. Si, je vais vous le dire, mais je l'ai compris. C'est-à-dire que si j'avais trop de... J'avais encore ce qu'on appelle un corps causal, c'est-à-dire vous étiez trop lourd. Et j'étais trop lourd, je passais pas à travers l'énergie. Et donc, ça, j'étais obligé de forcer, de dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir le suivre. Mais en fait, j'étais, on va dire, un mot que j'aime pas trop, mais impur, quoi. Voilà. Mais c'est pour ça que votre grand-père, lui, pouvait aller tout droit. Il était plus léger. Mon grand-père, je ne sais pas s'il est allé tout droit. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que mon oncle était venu le chercher. D'accord. Alors, on va faire une première pause musicale. Et voilà, on va écouter une musique qu'on va entendre tout de suite. Un souffle de vie. Voilà, c'était a cappella, c'est Anne et Perle qui donc chantaient cette chanson Un souffle de vie. Et nous sommes toujours avec Jean-Louis Arami, qui est né en 48 en Algérie, qui a vécu jusqu'en 62 une adolescence pendant laquelle il a côtoyé plusieurs fois la mort, ce qui lui a permis de développer des facultés de médiumnité, de clairvoyance et de guérison. Après des études scientifiques, il embrasse en 67 une carrière de 30 ans dans le domaine de la gestion de la crise internationale, pendant laquelle il voyage beaucoup, se libère des barrières culturelles pour découvrir l'humanité dans ses lumières et dans ses ombres. Durant cette période, il rédige de nombreux documents décisionnels et des manuels de formation qui font encore référence. À partir de 1997, à la tête de son entreprise, il effectue des travaux de recherche et de développement sur la potentialisation de la connaissance. Il développe et expérimente des systèmes d'appréciation de situation et d'aide à la décision pour l'État, en particulier pour le ministère de la Défense. Il collabore aussi avec les plus grands groupes industriels français. En 2010, il se retire définitivement de la vie professionnelle pour se consacrer uniquement à la poursuite de son cheminement spirituel au travers de ses recherches pluridisciplinaires. Les expérimentations qu'il poursuit lui permettent de découvrir et de comprendre cette autre facette de la réalité, celle de l'au-delà de la vie, qui mène vers ce mur de lumière qu'il traverse en 2012. C'est pas vieux, c'est l'année dernière. Ce qu'il découvre est alors indescriptible et l'amène à se poser une ultime question sur l'avenir de l'humanité, en particulier sur le rôle majeur du principe féminin, matrice de l'évolution de l'univers. Il témoigne de ce cheminement intime et exceptionnel dans son livre « J'ai traversé le mur de lumière ». C'est la deuxième partie de l'émission. Jean-Louis Arami nous a raconté un peu au début comment il est passé par procuration à travers ce mur de lumière pour suivre son grand-père. C'est vous qui aviez demandé de passer, Jean-Louis? En fait, non, ça s'est passé après, parce que effectivement, j'ai été intrigué par cette espèce de vortex. Et depuis ce jour-là, j'ai mis mon énergie pour essayer de y retourner. Voilà, vous vouliez y retourner? À tout prix, oui, tout à fait. J'ai voulu y retourner à tout prix parce que... Mais est-ce que c'est nous qui décidons? Je me demande si c'est nous qui décidons. Vous pouvez toujours décider, puisque aujourd'hui j'ai mis des protocoles de méditation en place. On a mis du temps pour le faire, et qui permet d'ailleurs à des expérienceurs, des gens qui sont venus expérimenter ces protocoles, effectivement, de se mettre dans les conditions de vivre des EMI, et surtout sans être en état de mort imminente. C'est-à-dire qu'on peut y aller sans être en état de mort imminente, c'est ça qui est important. Donc ça veut dire que l'autre réalité, elle existe indépendamment de la mort.
Alors, qui c'est qui les fait revenir? Ils reviennent tout seuls ou... Ils reviennent dans le protocole. Il y a après un rappel, c'est-à-dire que généralement les gens partent. Il y en a qui ont essayé de traverser, mais qui ont eu peur. Parce que pour traverser ce mur, il faut vaincre la première peur. C'est celle de la mort. C'est la peur, ça fait partie des peurs primordiales. C'est-à-dire que dans les premières cellules, c'est tout le vivant, il faut expliquer, parce que tout le vivant vient se développer à cause de l'instinct de survie. D'accord? Et donc cet instinct de survie-là vient, justement, c'est aussi les premières glandes qu'il y a eu dans le cerveau, du cerveau reptilien, et ces premières glandes-là ont géré toutes ces peurs, ont permis de gérer ces peurs, et quand vous êtes face à ce mur de lumière, vous pouvez décider, c'est-à-dire que c'est là où on a ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est comme si on saute d'un plongeon très haut, voilà. Il ne faut pas avoir peur il ne faut pas regarder en bas. Voilà, le lâcher prise. Les gens parlent beaucoup de lâcher prise. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus peur. Et là, on peut y aller. On est aspiré. On traverse ce vortex. Et tant qu'il y a de la peur, on ne passe pas. Pardon? Tant qu'on a peur, on arrive. Les gens. Bon, j'en ai amené énormément devant ce mur de lumière. Et il y en a beaucoup qui ont eu peur. Il n'y en a que 2 qui l'ont traversé, comme moi, mais ils ont peur. Et au dernier moment, ils sont inspirés, ils ont peur et ça. Et ils reviennent. Ils reviennent, quoi. Ils sont éjectés complètement. Mais c'est pas pour eux, c'est pas le moment. Voilà. Mais non, mais c'est la peur aussi. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que si on pense à tous tous nos défunts qui sont partis, s'il y en a plein qui sont coincés entre les deux mondes, qui peuvent pas le passer, hein, ce mur. Alors, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui m'appellent, qui se disent passeuses d'âme. C'est-à-dire qui accompagnent justement. Alors, après, ça rejoint un peu des croyances, parce que ça, pour l'instant, il faut l'expérimenter, quoi. Mais moi, ça m'est arrivé aussi, par exemple, d'être dans des zones où il y avait des maisons, où il y avait de la présence. Et la présence, c'était des gens qui étaient morts de mort violente. Et quand ensuite je décris ce qui s'était passé, les personnes qui avaient acheté la maison ont fait des recherches. Et effectivement, il y avait bien eu des problèmes. Et ces gens étaient coincés, comme vous dites. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous les aidez à passer? Voilà, il faut. Là, moi, ce que je fais, c'est une technique. J'ai développé une technique et je demande à des interventions, par exemple, à des défunts de ma famille, qui sont déjà de l'autre côté, d'ouvrir une espèce de canal. De venir les chercher. Voilà. Et à ce moment-là, je mets les gens dans cette lumière-là et ils vont. S'ils sont d'accord. Passer. Voilà, oui, parce que. Exactement, s'ils sont d'accord. Parce que s'ils ne sont pas d'accord. Déjà de communiquer avec eux, ça ne doit pas être évident. Il y a beaucoup de souffrance, généralement. Oui. Énormément de souffrance. C'est impressionnant. Alors, il n'y aurait pas, comme vous le disiez tout à l'heure, que le fait d'être dans le château en regardant la vie. Il y a la vie, c'est ça, mais il y a aussi la mort, c'est ça, si je comprends bien. Exactement. Pour certains, pour ceux qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté. Pour ceux qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté, dans ce vortex, le problème, c'est qu'ils restent coincés entre 2 zones. Et c'est pour ça qu'il faut... Alors, et comment savoir si un de nos défunts est encore coincé entre 2 ? C'est pas facile. Hein. C'est pas simple. Il faut partir de l'autre côté et puis aller leur poser. Enfin, bon, ça fait drôle comme ça de parler de ça, mais si on les trouve pas de l'autre côté, c'est qu'ils sont coincés. Moi, j'aime pas trop parler de ça. Je le fais. C'est-à-dire, je le fais ou j'aide les personnes à le faire. Et c'est elles qui vont aller passer de l'autre côté. Et si elles les trouvent pas, ça veut dire qu'ils sont coincés. S'ils les trouvent pas, c'est que normalement, elles sont passées. Elles sont passées de l'autre côté. De l'autre côté. Il y a encore un 3e mur, un autre mur derrière le mur de lumière. Enfin, il faut passer de l'autre côté, avant le mur, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, si vous préférez, il y a 3 zones. Oui, il y a 3 zones. Il y a la nôtre. Il y a 3 zones. Il y a la zone où on tombe, c'est-à-dire où dans le livre, par exemple, j'avais été chercher il y a l'enfer et il y a le paradis. Qui avait fait une tentative de suicide. Donc j'avais été la récupérer. Celle-là, c'est vraiment une zone où c'est horrible. Ensuite, il y a la zone intermédiaire. C'est là où restent coincés des gens. Et il y a la zone derrière le mur de lumière, enfin derrière ce vortex. Où là, ils sont, entre guillemets, les religions diront, c'est le paradis, quoi, voilà.
Qui sont dans la lumière. Voilà, tout à fait. Alors, l'intérêt, donc, si on a perdu quelqu'un, c'est d'aller voir ce qui se passe dans l'au-delà, sans traverser le mur de lumière. Si on appelle et qu'il y a quelqu'un qui répond, alors ça donne beaucoup de travail à tous les médiums, hein, finalement. Ça, oui, ça peut donner du travail aux médiums. Mais si vous êtes pour les médiums ou pas? Est-ce que n'importe qui peut appeler un défunt Est-ce que c'est une histoire de vibration, comme on dit, on donne la date de naissance, on donne le prénom de la personne et on la retrouve? Vous me posez une question piège, parce que je suis très... Sceptique. Oui, c'est pour ça que je vous pose cette question. Je le sais. Non, mais c'est vrai que... Vous demandez à ceux qui viennent vous voir, finalement, vous les accompagnez pour qu'ils puissent y aller tout seuls, si j'ai bien compris. Exactement. Ce qui me semble plus logique. Comme ça... Alors, il y a des témoignages assez extraordinaires que vous recevez aujourd'hui de Monique, qui est chercheur, professeur de biologie, qui dit « J'ai pris le temps ce week-end de terminer la lecture de votre livre, donc de ce fameux livre « J'ai traversé le mur de lumière ». Ce livre qui m'a tenu en haleine jusqu'au bout, tant par la vibration que je sens, aussi que dans la richesse de vos recherches, de vos explications et du courage, de votre courage et de votre volonté. Elle dit que c'est fabuleux, il y a plein de... Vous êtes étonné par tous ces témoignages de gens qui vous disent merci finalement? Oui, quand même. Il n'y en a pas un qui n'est pas content, qui vous dit c'est la foutaise? Voilà. Pour l'instant, s'il y a quelqu'un qui n'est pas content, il ne l'a pas exprimé. Il n'avait pas pris le temps. Ouais. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, j'ai que de bons retours. Beaucoup de femmes, quand même. Ah, s'il y a 2 hommes, il y a des hommes quand même, oui. Mais une majorité de femmes. Oui, tout à fait. Parce que disons que les femmes sont plus sensibles à cette problématique. Oui, alors est-ce que les femmes, elles ont moins de difficultés à passer de l'autre côté? Tout à fait, exact. Elles ont moins de difficultés. Elles se posent peut-être moins de questions. Non, mais disons qu'elles ont plus... C'est des donneuses de vie, donc. Voilà, c'est une sensibilité qui est très particulière quand même, parce que malgré tout, l'univers... des scientifiques ont tendance à dire que l'univers est féminin. Parce qu'effectivement, si pendant le processus de vie... d'abord, c'est les femmes qui donnent la vie, ça commence comme ça, quoi. Et puis ensuite, pendant le processus dans l'embryon, s'il n'y a pas l'hypothalamus qui vient déclencher la différenciation, pour devenir masculin, c'est en finale, c'est quelqu'un c'est une femme qui sort, quoi. Donc, vous savez que l'univers, le vivant est quand même organisé pour donner la vie. Et ça se ressent quand même quand les femmes viennent, par exemple, suivre ces espèces de stages-là, où elles vont pouvoir passer de l'autre côté, ça va beaucoup plus vite que pour les hommes. Combien de temps? En une journée, déjà, ça suffit. Le matin, il y a simplement l'acquisition des savoirs, ce que je mets un peu dans le livre, quoi. Je l'ai mis énormément dans le livre. Et puis ensuite, derrière, il y a un protocole. Mais c'est surtout de chacun. Alors, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est que chacun va parcourir son propre chemin. C'est-à-dire que je ne peux pas dire, je ne dis jamais, voilà, vous allez passer par là, par là, par là et par là. Mmh. Je donne tout un éventail de choses qui peuvent se produire. D'accord? Suite à c'est une sorte de méditation guidée. Voilà, une centaine d'expérimentations. Mmh. Et donc, je donne une panoplie de ce qui peut se passer de l'autre côté, au fur et à mesure. Et ensuite, elles y vont. C'est-à-dire, avec la méditation, le protocole de méditation, elles passent de l'autre côté. Et là, au début, je les fais revenir rapidement, d'accord? Pour voir si tout s'est bien passé, si les passerelles sont bien en place, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, je les laisse de plus en plus longtemps. C'est-à-dire que si je ne rappelle pas quelqu'un, et une fois on avait fait un test, parce que généralement, les personnes, quand elles partaient, quand elles revenaient, je les faisais revenir, elles me disaient « Mais pourquoi vous me faites revenir si tôt ?» Je leur dis « Mais ça fait combien de temps que vous croyez que vous êtes partis ?»« Ou à peine 2 minutes. » Oh, il n'y a plus de temps, là. Et voilà, alors qu'elles passaient un quart d'heure de l'autre côté. Et un jour, comme ça, j'ai monté jusqu'à 6 heures
pour faire un test. Et 6 heures après, les gens, je les ai ramenés. Et ils m'ont dit, mais pourquoi vous me ramenez aussitôt ? C'est vrai qu'on est bien là-bas, on n'a pas envie de redescendre. Alors, quels sont les arguments qui plaident sur le fait que votre démarche d'expérimentation peut être qualifiée de scientifique ? Alors, ma démarche d'expérimentation, en fait... Ça, c'est une expérimentation scientifique avec des protocoles. Alors, voilà, il y a des protocoles. Mais qu'est-ce que vous pouvez avoir comme argument ? Et puis surtout, voilà, donc c'est avoir une... Si vous préférez, bon, moi j'ai eu une formation scientifique qui a été acquise, je dirais, dès le plus jeune âge. J'ai été éduqué par les jésuites, donc vous voyez un petit peu, c'est du rigoureux. C'était ma marque de fabrique, donc il était difficile pour moi de m'en débarrasser. Et en ce qui concerne l'au-delà, j'ai toujours été récalcitrant aux croyances et aux explications pseudo-scientifiques. Et souvent aussi rocambolesques qu'improbables. Donc, ce que j'ai fait pour que l'au-delà puisse devenir crédible, c'est-à-dire l'appréhension de cet au-delà, il fallait s'inscrire dans une démarche scientifique et non pas cartésienne, parce que souvent, ces deux démarches sont confondues. Elles n'ont strictement rien à voir. Preuve en est de la démarche qui a permis aux scientifiques aujourd'hui d'observer les effets de ce qu'on appelle le boson de Higgs. Et elle n'a rien de cartésienne. Pourtant, elle est scientifique. Et ce qui est important dans une démarche scientifique, quel que soit le domaine, manifesté ou non manifesté, c'est la reproductibilité des résultats qui est fondamentale pour valider. Il faut que ces résultats on puisse les reproduire. D'où votre protocole. Voilà, d'où le protocole. Et donc ce que j'ai d'abord formalisé, c'est une idée de l'au-delà. Suite à tout ce qui m'est arrivé, à mes expériences, j'ai d'abord formalisé une idée de l'au-delà sur un plan conceptuel. Et ça, je l'ai fait à partir d'un socle de connaissances scientifiques et d'un grand nombre de témoignages relatifs justement aux expériences de mort imminente, plus les miennes. Et j'ai effectivement, comme je les avais vécues, j'ai pu mieux les comprendre, mieux apprécier les ressentis. Et puis ensuite, j'ai établi des hypothèses pour les contre et pour. C'est-à-dire que je n'ai pas que des hypothèses favorables. J'avais une hypothèse, je cherchais à la détruire. C'est pour ça que j'ai passé une grande partie entre des doutes, des convictions, des doutes, des convictions, des doutes. Et puis, j'ai effectivement procédé à des expérimentations qui sont venues un peu éclairer ces hypothèses. Ensuite, j'ai effectivement mis au point des protocoles pour permettre à des expérienceurs, c'est-à-dire à des personnes autres que moi, et des femmes, des hommes, de différents âges, de différentes cultures, de différentes religions, d'explorer l'au-delà de la vie. Et toutes ces données-là que j'ai recueillies m'ont permis effectivement de conserver les seules hypothèses dont la reproductibilité des résultats s'est avérée. Et c'est comme ça que j'ai amélioré les protocoles. Pareil. Et vous les améliorez encore, je pense qu'ils ne sont pas figés. Non, ils ne sont pas figés parce que, si vous préférez, au bout d'un moment, il y a des personnes qui demandent d'aller plus loin. Il y a des protocoles de base. Ils veulent aller plus loin que le mur. Ils veulent traverser encore autre chose. Ils veulent traverser, mais surtout ce qu'ils veulent, c'est récupérer de l'information, parce qu'on est dans un monde d'information de l'autre côté. Ici aussi. Hein. Et, oui. Ils veulent récupérer de l'information. Le problème, c'est que le cerveau qu'ils ont, c'est un cerveau qui est lié à la survie. Et souvent, il y a des problèmes de compréhension. Par exemple, des gens voient des aides de lumière. Ces fameuses aides de lumière, c'est de l'énergie, c'est de l'information au départ. Quand ils reviennent, le cerveau les habille. Ça peut être la Vierge, ça peut être Jésus, ça peut être... Oui, c'est... Le filtre de la culture est très important. Oui, parce qu'on a besoin d'avoir de la matière. Voilà. On va faire une deuxième pause. Allez, on va sourire un peu. Immortel, immortel, les femmes, les hommes.
Merci Louis Chédid pour cette chanson immortelle. Alors nous sommes avec Jean-Louis Aramis. Jean-Louis Aramis, il y a des personnes qui veulent être immortelles. C'était la chanson de Louis Chédid. Puis il y en a d'autres qui veulent passer de l'autre côté du mur de lumière, peut-être pour acquérir l'immortalité. Hein, mais est-ce que de l'autre côté du mur de lumière, ils sont immortels aussi? Enfin, ils deviennent immortels. Ça devient fou, hein? Ouais. Il faut croire que non, hein. Si. Mais pas sous. Il n'y a pas de mort. Enfin, ça va dépendre. C'est la matière s'en va, oui, ok. L'énergie chimique s'en va, mais il reste autre chose. Oui, c'est ça. Et cette autre chose-là, c'est ce qui se retrouve de l'autre côté du mur de lumière. Alors, quand je l'ai traversé, voilà, je vais vous le dire, ce que j'ai vu de l'autre côté. Effectivement, quand je me suis laissé aspirer la première fois, j'ai eu, pareil, à un moment donné, il faut dire, ok, voilà, j'accepte la mort, j'accepte de mourir. Et puis, je suis parti, je me suis laissé entraîner à l'intérieur de ce vortex, de ce mur de lumière. Et là, il y a eu une aspiration qui a été fabuleuse. Et je tournoyais, et en même temps, je prenais de la vitesse. Et là, tout d'un coup, je me suis senti comme si je me désagrégeais complètement. C'est une sale impression. Et tout d'un coup, j'avais une rapidité. C'est presque la vitesse de la lumière, quoi. Même plus que la vitesse de la lumière. Quand je l'ai franchi. Et là, je me suis retrouvé un silence. Ça a fait une espèce de claque. Un grand crack. Il y a eu un grand crack. Il y a eu un bruit bizarre. Et puis, hop, je me suis retrouvé là. Je flottais. Et j'ai observé quelque chose qui était... Mais vous flottiez dans quoi? Hein? Vous flottiez dans quoi? Dans de l'eau? Je sais pas. Vous savez pas si c'était de l'eau ou de l'air? Non, c'était pas de l'eau, c'était pas de l'air, je sais pas ce que c'était. Impossible de savoir. Et ce que j'ai vu, c'était comme s'il y avait une immense planète, que vous êtes juste au bord de cette immense planète. C'est-à-dire, j'ai vu une masse avec une circonférence qui était, certainement énorme. Un rayon de courbure énorme. Presque plat, d'ailleurs. Et puis, j'ai commencé à observer, j'ai regardé. C'était pas la Terre? Ah non, ça n'avait rien à voir, non. C'était comme les scientifiques parlent aujourd'hui d'énergie noire, de matière noire. Bon, j'ose pas dire que c'était ça. Elle était noire, cette planète? Moi, ça me paraissait noir, mais est-ce que c'est noir parce que mon cerveau n'a pas pu mettre de couleur dessus, ou est-ce que c'était réellement, je sais pas, je peux pas vous dire. Il y a peut-être pas de soleil pour l'éclairer, parce que c'est pas la planète qui fait la non, par couleur. contre, ça avait l'air vivant, ça avait l'air, vous savez, quand vous regardez la nuit, par exemple, des volcans, il y avait des espèces de filaments rouges. Et puis ça faisait comme des spirales au bout, comme des galaxies. C'était vraiment étrange, quoi. C'était comme si j'étais face à l'univers. L'univers en création? Je peux pas vous dire. Alors, vous étiez en train de flotter, vous étiez le seul à flotter, ou il y en avait d'autres qui flottaient avec vous? Pour l'instant, j'étais tout seul. J'ai pas vu les autres. Je n'en ai pas vu. J'ai vu personne. J'étais tellement omnibulé par cette chose que je voyais que ça. Et tout d'un coup, j'ai été aspiré. Aspiré sur cette planète? Aspiré littéralement. Et là, il y a quelque chose de fabuleux qui est arrivé, c'est que je me suis retourné et j'avais une espèce de forme. C'était pas une forme humaine, je sais pas. C'était comme un puzzle. Et je me suis retrouvé plaqué. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est ma place. Oui, sur l'échiquier, ou sur le puzzle, quoi, dans le jeu. Et là, vous êtes inséré parmi d'autres pièces. Ah oui, carrément, clac. Et tout d'un coup, j'ai senti trois connexions. C'est 3 connexions. Et c'est là qu'effectivement, comme je dis, c'est il y a une voix, mais c'est pas une voix, on peut pas capter avec les oreilles. C'est un message qui est arrivé me disant, mais ça sert à rien, parce qu'à l'époque, je voulais retourner en Algérie, sur la tombe de mon père. Et ça me travaillait depuis longtemps. Et là, il y a une voix qui me dit, mais t'as pas besoin que tu ailles là-bas. Moi, je suis là. Il n'y a rien là-bas. Et à un moment donné, le temps que je réalise que c'était votre père qui vous parlait. Que ça pouvait être que mon père qui disait ça, je me suis retrouvé éjecté. Je suis repassé de l'autre côté, par le même trou, on va dire, le vortex à l'envers. Ah oui, parce que votre place, elle n'est pas là-bas. Voilà. Et je me suis retrouvé éjecté.
Et Donc c'est pas vous qui décidez, on est d'accord? non, pas du tout, non. Je suis bien d'accord que même si on décide, avec des parenthèses un peu partout, d'y aller, c'est pas nous qui décidons d'en revenir. Non. Ça se fait tout seul. Ouais. Alors, ça voudrait dire que ceux qui n'en reviennent pas, on a décidé pour eux? C'est-à-dire que c'était l'erreur. Pardon? C'était l'heure. C'était l'heure, ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas nous qui décidons? Non, je pense pas. Ben, je ne le pense pas. Voilà. Ça, c'est une croyance. On n'est pas grand-chose, hein. On n'est que des pièces sur un échiquier. On n'est que des pièces du puzzle. Mais bon, on vous a fait un cadeau quand même. On vous a... tout à fait, oui. Et la deuxième fois, j'y suis retourné. Et la deuxième fois, par contre, je suis retourné avec une volonté, c'est-à-dire de récupérer de l'information, de la connaissance. Et là, à un moment donné, je me suis retrouvé recollé au même endroit. Et là, j'avais 5 connexions, le 3. Et tout d'un coup, je me suis pris une... Comment dirais-je, je sais pas, c'est arrivé. C'est comme des tonnes d'informations qui sont arrivées à un moment donné. Ben, je pense que c'est ça, et je me suis retrouvé éjecté. Sauf que de l'autre côté, quand je suis revenu à moi, j'ai eu 6 mois à passer qui étaient très difficiles. Parce que j'avais très très mal au crâne tout le temps. C'était comme s'il j'avais du savoir, mais que mon cerveau n'arrivait pas à le capter. Ce que vous disiez tout à l'heure aussi, pour ceux qui... On n'est pas prêt. Pas prêt du tout. Et on n'est pas sur les mêmes fréquences. Je sais pas, c'est absolument bizarre. Et dès que j'arrivais à sortir quelque chose, je sortais un détail, et au fur et à mesure que je le sortais... Il y avait le reste qui arrivait. Ouais, non, mais c'est pire, c'est qu'il voulait plus rien dire, parce qu'il sortait de son contexte. Mais c'est un peu comme dans les rêves, on n'a que des morceaux du rêve, mais on n'arrive pas à tisser le rêve en entier. Exactement. C'est un peu comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous prouve alors que vous n'avez pas rêvé? Qu'est-ce qui me prouve que je je reviens n'ai à la pas question rêvé de tout à l'heure. Qu'est-ce qui prouve que vos expériences sont... Bon, elles sont reproductibles, etc. Mais qu'est-ce qui vous prouve que vous rêvez pas? C'est le retour. C'est un rêve ne fait pas mal physiquement. Ah, ça dépend. On peut avoir des rêves qui font mal au corps. Ah non, ils font mal à la tête. Ils peuvent faire mal au corps. On peut se sentir abîmé dans son corps, dans un rêve. C'est des sensations. Vous n'êtes pas ankylosé, vous n'êtes pas... Ah non, mais bon, on peut le ressentir dans la journée, le lendemain encore. Mais là, par contre, vous sentez mal. Ce sont des ressentis. Ah bah avec les rêves aussi, on se sent pas bien. Physiologiquement, vous êtes atteint. C'est-à-dire que vous avez par exemple des coudes ou des machins, n'arrivez plus à bouger votre bras. C'est ce qui vous est arrivé. Plusieurs fois. Ça voudrait dire que vous êtes passé avec votre corps, vous l'avez pas laissé, le corps était passé. C'est-à-dire... Ça, c'est impressionnant, parce que si vous laissez votre corps, mais que ça veut dire qu'il est là quelque part, le corps encore de l'autre côté. Mais le corps, non, le corps physique, il reste là. Mais c'est le corps éthérique. Voilà, mais ça, c'est au début, ça. Maintenant, après, j'ai amélioré les protocoles, parce que vous avez 3 corps. Enfin, normalement, il y a 3 corps. C'est le corps physique, chimique. Celui qu'on touche, là, qui est là. Celui qu'on touche. Il y a ce qu'on appelle le corps éthéré, c'est-à-dire le corps énergétique. Et puis, il y a ce qu'on appelle un corps causal. C'est-à-dire, c'est l'équivalent du corps physique en information. Et c'est celui-là dont vous pensez qu'il a été touché. Voilà, c'est celui-là qui est touché. Et c'est surtout, le corps causal abrite l'esprit, ce qu'on appelle, moi j'appelle l'esprit, c'est-à-dire cette partie-là qui fait partie de l'autre, qu'on retrouve de l'autre côté. Oui, qui n'est pas l'âme, hein, c'est encore autre chose. Voilà. Ça, on en reparlera plus. Mais il est en vous-même, quand même. C'est pour ça que, quand Socrate disait « Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux », il avait entièrement raison, car chaque personne a ça au fond de lui-même. C'est ça la vie. C'est ce qui permet la vie. Pour apaiser nos âmes, il nous faudra l'été. Voilà, merci Anne Eperle. C'était sur son premier album d'un autre temps qui s'appelle
Et ce morceau-là, c'était pour apaiser nos âmes. Jean-Louis Aramis, alors vous avez fait la différence entre l'esprit et l'âme. Alors, oui, ben, ça vous embête d'en parler? Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas finalement... vous dites l'esprit, c'est ce qu'on va chercher de nos défunts? Ou est-ce que c'est l'âme? Je dirais que l'âme est la version, je dirais l'appellation religieuse de l'esprit. Pour vous, c'est la même chose? Ouais, pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, comme ça, c'est bien. Non, c'est très bien. Et donc, alors, vous employez le terme de connexion. Hein, oui. Pour entrer en connexion, pouvez-vous préciser quelle est sa nature emphatique et comment elle se matérialise en réalité? Quand vous dites que vous êtes en connexion, d'abord, de quelle connexion parlez-vous? Alors, au niveau de la connexion, c'est quelque chose de très particulier, puisque c'est une connexion, disons, emphatique. Alors, emphatique, c'est un mot aussi. Voilà. Vous êtes dans l'empathie, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est quelque chose une forme d'écoute qui est très particulière et qui demande un entraînement pour justement y arriver. Alors, pour entrer en connexion avec les défunts, c'est ça? Voilà, tout à fait. D'accord. C'est un peu par l'amour que l'on emporte qu'on arrivera rapidement à rentrer en connexion avec eux. Oui, donc les médiums qui connaissent pas la personne, à moins qu'ils aient un amour universel... c'est possible. Mais ça vient peut-être aussi du défunt qui a envie de communiquer ou pas. Hein. De toute façon, si un défunt ne veut pas communiquer, à mon avis, il n'y aura aucune communication possible. C'est lui qui maîtrise. Nous, on est, si vous préférez, c'est ça, pour ça que je suis très, bon, pas sceptique, mais je suis très vigilant, on va dire, là-dessus. C'est que si un défunt n'a pas envie de communiquer, il ne le fera pas. Voilà. Par contre, vous êtes à l'écoute. Et vous lui dites, ok, je voudrais avoir un message, je voudrais avoir quelque chose. Et cette communication emphatique, justement, il faut arriver à se libérer de ces peurs, de ces blocages, surtout des blocages socioculturels. Et ça nous permet de percevoir directement des informations de l'autre côté. Le problème, c'est quand on reçoit ces informations, au retour, le cerveau les habille. Et donc, s'il les habille, c'est par rapport à nos acquis. C'est pour ça que moi, je préfère, plutôt qu'un médium aille chercher une connexion et aille discuter avec un défunt ou rentrer en relation, on va dire, avec un défunt, pour quelqu'un, je préfère clairement que cette personne-là, puisque si elle veut communiquer avec, c'est qu'il y a déjà de l'amour. Oui, il y a des questions. Voilà. Donc, on peut avoir besoin d'avoir des questions aussi à poser. Vous savez, je vais vous citer un exemple. Si la personne écoute, si elle se reconnaît, elle pourra appeler tout à l'heure. Je connais une personne qui avait fait de stage justement pour essayer de passer de l'autre côté et essayer d'explorer. Cette personne avait plus de 70 ans et elle est arrivée à effectivement comprendre pourquoi elle croyait qu'elle avait été abandonnée par sa mère. Et ça, c'était pendant la guerre. Et quand à un moment donné, donc elle en voulait à mort à sa mère. Mmh. Et à un moment donné, donc elle est revenue sur ce parcours-là. Elle a pu rencontrer, entre guillemets, sa mère. Et elle s'est retrouvée dans la période où effectivement, sa mère était devant quelqu'un qui lui a amené une lettre à lire. Cette personne-là, qui faisait des méditations, qui était au 3e niveau de Reiki, etc., donc, qui avait quand même fortement l'habitude de ce travail, a dit « Maman, pourquoi tu m'as abandonné ?» Et la mère lui a fait signe de passer de l'autre côté. Et elle a lu ce qu'il y avait sur la lettre. Et je peux vous dire que quand elle est revenue dans notre monde, là, quand on l'a ramenée, il y avait son mari qui était à côté. D'accord ? Et elle a pleuré. Pleuré. J'ai jamais vu quelqu'un de pleurer autant.
parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait voulu à sa mère, alors que sa mère, en l'abandonnant, entre guillemets, lui avait sauvé la vie. C'était à l'époque des tracts. À l'époque des... Tracts. C'est quoi les tracts? Des nazis. Ah oui, d'accord. D'accord. Vous les appelez comment, vous? Vous les appelez comment? Les nazis. Des Oui. nazis. Vous avez dit tract. Oui, la traque anti-traquée. Ah oui, d'accord. Des juifs, voilà. Des tracts, d'accord. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais... Donc elle s'en veut toute sa vie d'en avoir voulu à sa mère? Non, maintenant, bon, si vous préférez, elle s'est réconciliée avec sa mère, qui était déjà partie. Et ça a eu un effet assez immédiat, parce que même son mari s'en est rendu compte. Et à un moment donné, donc, elle avait envie d'aller aux toilettes et s'est levée. Alors qu'avant, elle avait des douleurs de partout. Elle avait mal partout. Mmh. Dès qu'elle bougeait, elle avait mal, ceci, elle avait mal. Et tout d'un coup, les douleurs ont disparu. Donc psychologiquement, ça a dû avoir un impact énorme sur la physiologie. Et elle s'est levée, et elle s'est rassise, elle n'avait plus mal du tout. Ben oui, et ça, c'est parce que quand elle a découvert effectivement que sa mère, elle l'avait pas du tout abandonnée. Elle s'était, à la limite, elle s'était sacrifiée pour lui permettre de continuer à vivre. Ouais, des fois, c'est des parcours, et pourtant elle avait été voir des médiums, elle avait été voir énormément de gens, parce que c'était quelque chose qui l'a travaillé tout le temps. Ça peut aussi parler à pas mal de personnes qui nous écoutent, ce genre d'histoire. Alors, vous avez conduit des recherches d'ordre scientifique sur la connaissance. Quelles sont les avancées dont vous parlez dans votre livre? Comment définissez-vous la connaissance avec un grand C, à laquelle vous faites référence dans votre livre? Alors la connaissance, déjà, disons, c'est que les gens, beaucoup de personnes confondent les savoirs et la connaissance. La connaissance, pour moi, c'est quelque chose de transverse. Quelque chose qu'on a déjà avant de naître. Et je vais aller plus loin, parce que maintenant j'en ai une quasi-certitude, j'en suis pas encore certain, à 100%, mais la connaissance, vous l'avez déjà en vous. Et c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure que vous rentrez des savoirs. Avec ou sans savoir. Ça peut même... il faut des savoirs pour accéder à la connaissance, mais il y a des connaissances qui arrivent sans que forcément on le sache. Oui, mais il faut pouvoir... si c'est une connaissance, il faut pouvoir la communiquer. Et si vous n'avez pas des mots à mettre derrière, c'est dur. Alors, quelles sont les avancées dont vous parlez dans votre livre? Eh bien, simplement qu'on avait réussi à faire des outils. Donc, à l'époque, c'était avec des techniques de réseau bayésien sur lesquelles on pouvait intégrer la connaissance des personnes, en particulier dans le domaine opérationnel, dans ce cas-là, de la gestion de crise. C'est-à-dire que les gens rentraient leurs ressentis, pouvaient rentrer leurs appréciations de situation. Mais là, vous parlez en période de crise, c'était en période de guerre. Oui, c'était bon. Et chacun pouvait apporter ses savoirs, entre guillemets, et pouvoir les comparer à la connaissance des autres et au savoir des autres. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement que la difficulté qu'il y avait entre des gens qui connaissaient des choses et de l'exprimer clairement pour le rentrer en machine, ça a été très 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 compliqué. C'est-à-dire d'exprimer pas ce que les gens savaient, mais ce que les gens connaissaient. Ce qu'ils savaient, c'était ce qu'on leur avait appris. Donc c'est moins difficile. Si vous préférez, la connaissance, quand vous commencez à l'exprimer, il y a tellement de ramifications que pour que l'autre ait la même vision que vous, il faut qu'elle ait autant d'informations que vous. C'est ça qui est compliqué. Le corps humain, par exemple, c'est quelque chose, c'est un système qui est fabuleux. Sauf que quand vous prenez, par exemple, vous prenez le système, je sais pas moi, militaire, il fonctionne comme ça. Si vous décortiquez chaque fonction du corps humain, vous n'avez pas un corps humain. Le corps humain, c'est quelque chose qui enveloppe tout ça. Oui, puis vous n'avez pas la vie. Mais en plus, oui.
C'est surtout la vie qui est intéressante. Alors, justement, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, moi, je me suis intéressé à l'ADN. Pourquoi ? Parce que l'ADN, c'est une potentialisation de la connaissance. Puisque le vivant apprend et l'intègre dans l'ADN pour le transmettre. Et c'est pour ça que ça existait, l'ADN. Parce que la survie... C'est une chaîne d'information, tout simplement. Oui, exactement. Mais on est à chacun notre chaîne différente. Quoi qu'il semblerait qu'il y en ait certains qui ont des ADN similaires. Ça s'est retrouvé. Il y a eu avec ces histoires de retrouver des gens qui ont fait des bêtises. Il semblerait qu'il y ait des gens qui ont quand même un ADN. Il y a des typologies. Oui, mais similaires, enfin, strictement identiques, non. Ça ressemble, mais il y aura toujours quelque chose de différent. Sinon, ce serait un clone, obligatoirement. Alors, dans votre livre, vous faites référence à l'état de l'univers dans lequel voyagent les sujets victimes des NDE, et pour lesquels vous parlez de connaissances, encore de connaissances, et puis vous dites qu'il y a 3 états de cet univers. C'est quoi ces 3 états? C'est votre vision scientifique, ces 3 états de l'univers. D'abord, c'est quoi ces 3 états de l'univers? Alors, si vous préférez, je vais faire un petit résumé. Donc, je dirais avant-hier, pour dire que dans le passé, nos scientifiques pensaient que notre univers n'était constitué que de matière inerte. D'accord ? Dans un temps moins reculé, c'est-à-dire hier, ils ont découvert qu'il était composé successivement de molécules, d'atomes, de particules, de grains d'énergie, de vibrations. Aujourd'hui, ils découvrent que cet univers se développe sur un substrat particulier, intemporel, ressemblant à une trame d'information. C'est un peu ce qui se passe avec le domaine quantique. D'accord ? À force d'exploration et d'expérimentation, j'ai acquis, je dirais, l'intime conviction que la vie et l'au-delà de la vie sont 2 facettes d'une seule et même réalité. Et que l'univers observable, qui est celui de notre espace-temps aujourd'hui, dans lequel on vit, où il y a notre corps, d'accord, est en fait constitué de 3 états, mais qui sont totalement imbriqués. Premier état, je dirais, il se déplace, où les particules se déplacent à une vitesse inférieure à celle de la lumière. C'est l'état de la matière. C'est celui de notre espace-temps. Un deuxième état où les particules se déplacent à la vitesse de la lumière. C'est celui de l'énergie. Et c'est là où on trouve ce mur infranchissable pour la matière, c'est-à-dire la vitesse de la lumière. Et puis, il y a un 3e état. Ça fait à peu près plus d'une dizaine d'années. Donc mathématiquement, il était acquis. Alors ce 3e état, vous lui donnez un nom? C'est celui, pour l'instant, il y en a qui disent super lumineux. Est-ce que c'est le quantique? Voilà. Est-ce que c'est un état quantique, c'est-à-dire un état où tout est au-delà? Au-delà du quantique, au-delà de l'information. Voilà, c'est de l'information pure et dure. Oui. Sauf que cette information-là, ce 3e état, c'est les particules qui se déplacent plus vite que la lumière. Est-ce que c'est une espèce de vibration, ce qui s'est passé quand vous étiez en train de descendre dans le mur? Ça peut être une vibration. Voilà. Mais la vibration transporte une information. C'est ça qui est important. Il ne peut pas y avoir de vibration s'il n'y a pas une information à la base. Et c'est pour ça que dans le domaine, maintenant, dans le domaine quantique, quand ils essaient d'unifier les forces, les différentes forces, les 4 forces. Ah, parce qu'il y en a une 4e alors. Non, pas un 4e état, mais les forces de l'univers. Ils admettent aujourd'hui qu'il y a une trame. C'est-à-dire, c'est la théorie des supercordes, quoi. Ils admettent aujourd'hui qu'il y a une trame sur laquelle se développe l'ensemble de l'univers. Et si vous préférez, la découverte du boson de Higgs est très importante parce que c'est cette particule qui ralentit au fur et à mesure qu'il rencontre des bosons. Et ces bosons lui donnent sa masse. Et ça devient de la matière. Mais c'est-à-dire qu'avant le Big Bang, préexistait quelque chose qui ressemble à cette trame. Voilà. Ils l'ont découvert il n'y a pas longtemps, là, avant le Big Bang, il y avait quelque chose. Donc, on ne saura jamais, on veut toujours savoir ce qu'il y avait avant et ce qu'il y aura après.
Et finalement, je crois qu'on ne saura pas tout. Hein. Sauf que, éventuellement, et c'est là où moi j'ai confiance, c'est que dans la vie, c'est que ce qui existait avant, vous l'avez en vous. Il y a une parcelle en vous, actuellement. Et ce qui arrivera après aussi, je crois. Et C'est-à-dire qu'on est complètement... on est hors du temps, donc on est aussi conscient de ce qui peut arriver dans le futur que ce qui s'est passé avant. Et le problème, c'est qu'on se demande si on rejoue toujours la même partie et s'il n'y a pas un moyen de finir l'histoire autrement. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que j'essaye de vous faire comprendre. Et chacun joue la même partition et en même temps... quand on voit ce qui se passe dans le monde en ce moment, on a tous envie que ça se termine bien. Hein. Ouais. On espère en tout cas. C'est un espoir. On va juste faire 1 minute de pause. Voilà, c'était juste pour faire une pause avant la fin de cette émission, mais pour ceux qui nous écoutent là, ce lundi 11 novembre, on se retrouve dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 pour, j'espère, le garder toute la nuit. Jean-Louis Aramy, j'ai traversé le mur de lumière. Vous pourrez poser toutes vos questions en appelant le 01 34 12 12 22 dans cette nuit du 11 au 12 novembre 2013. C'était en 2012 que vous avez traversé le mur de lumière. Est-ce que vous avez eu envie d'y retourner, Jean-Louis Aramis? Oui, je vais y retourner, mais là, c'est-à-dire que là, je vais m'entourer de personnes qui me feront revenir si jamais ça se passait pas mal, mais si ça se passait pas comme je veux. Quoi. Mais pourtant, on a dit que tout à l'heure, c'est pas vous qui aviez décidé de revenir. Non, mais là, je veux y aller faire quelque chose. Vous voulez aller encore plus loin? Voilà. Tout à fait. Vous n'avez pas fini avec votre papa? Avec votre grand-père, avec votre oncle? C'est pas le problème. Qu'est-ce que vous voulez aller voir encore? Vous voulez changer le début de l'histoire? Non, je veux aller voir simplement ce que c'est. Mais oui, mais vous le saurez jamais. Regardez, on a essayé de voir avant le Big Bang et on s'est aperçu qu'avant le Big Bang, il y avait autre chose. Parce qu'il n'y a rien qui se mesure aujourd'hui, mais moi, c'est pas avec des appareils de mesure que je vais y aller. Avec votre cerveau? Mais vous avez dit qu'il n'était pas encore tout à fait au point pour ce genre d'informations. C'est pour ça que je l'entraîne. Emmenez un appareil photo. D'accord. Alors, vous avez envoyé, vous dites que sur le nombre de personnes que vous avez connues, il y en a une certaine partie qui l'a traversé. Ils sont revenus aussi, on les a un peu... c'est vous qui les avez fait revenir. Il y en a un 6 heures, il est resté 6 heures. Non, ils sont revenus tout seuls. C'était pas leur moment. Et celui qui est resté 6 heures, il peut écrire un livre, mais peut-être un gros pavé. Non, celui qui est resté 6 heures, il a 77 ans et il a effectivement découvert quelque chose et ça lui convient. Il n'a pas peur, quoi. Aramis, est-ce que vous connaissez Jean-Jacques Charbonnier? Oui, tout à fait. Enfin, de qui est nom. médecin anesthésiste. De nom. Qui a fait beaucoup d'ouvrages, justement, sur la vie, après la vie. Et le contact avec l'au-delà. Oui, il vous entend très mal. Bah, écoutez, je pense... C'est un médecin anesthésiste de Toulouse qui a fait beaucoup d'ouvrages. Oui, on l'a beaucoup eu sur cette antenne, Jean-Jacques Charbonnier. Oui. Qui travaille sur justement, c'est un médecin anesthésiste qui parle de tout ça. Mais l'intérêt de ce que dit Jean-Louis Aramis, c'est que il a voulu aller de l'autre côté. Oui. Et en général, tous ceux qui ont fait des NDE, ils s'arrêtent à un moment, ils vont pas plus loin. Et là, il voulait absolument aller plus loin que ce mur. Donc, voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. C'est ce que j'écoutais, oui, effectivement. Voilà. Vous avez une autre question à lui poser? Non, c'était justement ça, savoir s'il avait des contacts avec d'autres personnes qui pratiquent aussi, comme lui. Je veux pas dire ses expériences, mais c'est Marie qui est là pour savoir s'ils ont les mêmes contacts, et même pas les mêmes contacts, parce que c'est pas les mêmes personnes, donc obligatoirement c'est pas la même chose. Et pour savoir s'il y a d'autres personnes qui ont osé, comme lui, de franchir justement ce passage qui semble
je veux dire, faire peur, quoi, voilà, vraiment, vouloir aller plus loin et plus loin. Est-ce que vous pouvez répondre, Jean-Louis? Oui, alors, non, malheureusement, je n'ai pas de contact avec d'autres personnes. Enfin, j'ai des contacts avec les personnes avec qui j'ai travaillé. J'ai fait des expériences, ces expérimentations. Mais par contre, je n'ai pas de contact avec d'autres personnes qui auraient fait ça dans leur domaine, quoi. Et j'aimerais d'ailleurs assez en avoir et assez échanger avec eux. Sur des expérimentateurs, c'est ça que vous parlez. Mais vous avez quand même eu les expériences de ceux qui sont venus faire les expérimentations chez vous. Voilà, tout à fait. Voilà, donc il donne on peut dire des cours, comment vous appelez ça? C'est pas des cours, c'est des... Je guide, ça voilà, il guide des gens pour le protocole, et donc il y a des personnes qui sont passées de l'autre côté, c'est ce qu'on était en train de dire juste avant que Marie arrive, parce qu'il y a une personne qui est restée 6 heures de l'autre côté, en pensant que ça ne durait pas longtemps, et j'aurais aimé que Jean-Louis nous dise ce que cette personne avait vu. Est-ce qu'elle a... Elle a vu globalement quasiment la même chose, des espèces de trucs noirs. Avec, la même terre noire. Voilà, avec, je dirais, comme des volcans, comme des espèces de volcans. C'était vivant. On peut pas dire c'est vivant. C'était à peu près il en a fait à peu près la même description. Sauf que... C'est une matrice, non? Voilà, sauf que lui, il n'a pas été collé comme moi, quoi. C'est une matrice? Voilà, c'est comme une matrice. Ouais, peut-être une matrice. Ouais, c'est comme une matrice. C'est vraiment bizarre, quoi. Il y a rien qui, aujourd'hui, j'ai regardé un peu dans l'univers, les trous noirs, les supernovas, les trucs, tout ça, pour voir si je pouvais appréhender un petit peu pour expliquer. Mais vous pouvez pas le dessiner. Moi, je peux le dessiner, par contre. Ça serait bien, ça. Ça, je peux le dessiner, ou je peux donner des conseils à quelqu'un qui fasse un dessin. Voilà, plutôt, parce que moi, je suis très mauvais en dessin. Donc. Mais par contre, effectivement, je peux encore le décrire, puisque je l'ai dans la tête, quoi. Mais si quelqu'un pouvait le dessiner, ça serait fabuleux. Mais et puis voilà, c'est cette impression aussi de quelque chose qui vit, qui pulse. Je peux pas aller plus loin. Si c'est rond comme un ventre, c'est comme c'est pas rond. C'est comme une planète, mais une immense planète, quoi. Oui, mais c'est rond. Quand même, une planète ronde. Ah, je sais pas si c'était rond. Moi, j'ai l'impression que c'était rond. Mais que ça, c'était rond, histoire. avec ce que j'ai vu, il y avait par contre une courbure qui était presque plane, quoi. Oui, mais nous, quand on voit la Terre, on pense pas qu'elle est ronde. Voilà. C'est comme si vous étiez à 5 cm de la Terre et que vous regardiez l'ensemble. Bon, ça fait drôle, quoi. Voilà, c'est... Ça n'a rien à voir, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec les expérimentateurs qui disent, bon, les sorties de corps, par exemple, qui s'appellent les sorties de corps, ils se voient sur leur lit alors qu'ils sont tout dessus. Ça n'a strictement rien à voir. Si, ça a tout à fait à voir, mais là, on essaye d'aller plus loin. Si, mais au début, attendez, ça dépend du protocole. Au début, effectivement, je sortais complètement. Je décollais du corps, je me voyais décoller, je me retournais, je me regardais. Je suis passé par tout. Ça, c'est tout à fait au début. Hein. Je suis passé par toutes les peurs. Hein. Et puis, au fur et à mesure que j'avais peur, je retombais dans mon corps plus ou moins bien, avec des ankylosés de partout après. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que je partais avec la moitié du corps éthéré, le corps causal, etc. Donc, tout l'objectif de l'amélioration du protocole, c'était de sortir du corps en laissant tout ce qui n'était pas nécessaire en bas, dans le corps. Donc, ce qui m'a permis de sortir, parler beaucoup plus vite, de me connecter beaucoup plus vite, de sortir, et puis mais je voyais pas de voyage, c'était vraiment je passais directement près du mur de lumière, quoi. Je veux dire, je faisais plus ces voyages, je faisais plus les tunnels, c'est tout, parce que le tunnel, c'est des peurs. Et en plus, dans les expérimentations que je faisais, les expérimenteurs, au fur et à mesure, je leur expliquais ce qu'ils rencontraient, les fameux tunnels, les fameux escaliers, etc. Et je leur disais, là, c'est des peurs. Et au fur et à mesure qu'ils accumulaient ces connaissances-là, ils ne passaient plus dans les tunnels, ils partaient directement. Vous voyez, c'est... Mais tout le monde n'est pas forcément passé par le tunnel et l'escalier. Hein. Voilà, après, ça dépend du niveau. Ça peut aussi se faire très très vite, voilà. Et se retrouver en une fraction de seconde, d'ailleurs. Généralement, le tunnel, c'est une peur. Oui, c'est un peu comme ces dessins où on voit un tunnel avec une toute petite pointe de lumière, voilà, et puis aussi, on voit la personne qui s'approche de cette tache de lumière, et puis
petit à petit, la lumière elle devient de plus en plus grande parce qu'il avance vers la bout du tunnel. Voilà. Mais ça, c'est pour les gens qui sont pas capables de voir la lumière tout de suite ou voilà, qui ont besoin de faire un chemin pour arriver vers la lumière. Et effectivement, il y a pas mal d'expérienceurs, alors que 60% à peu près, qui sont passés au départ par ces tunnels-là, par ces spirales, par ces espèces de trucs bizarres. Et puis, au fur et à mesure qu'ils savaient que c'était des peurs, donc ils arrivaient à se maîtriser, puis ils repartaient, et puis effectivement, au bout d'un moment, c'était fini, ils partaient directement, et puis ils allaient vers l'espèce de lueur, et ils allaient vers ce mur de lumière, quoi. Merci Marie. Merci beaucoup. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont fait une DNDE, par exemple. Mais il n'aura pas le temps d'y répondre parce qu'il est déjà 24. Mais reviens cette nuit, il sera là cette nuit, Marie. Ah, d'accord. Rappelle cette nuit. Merci beaucoup. Je vais écouter, merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Alors, on va peut-être rappeler l'association où vous pouvez vous procurer le livre et où il y aura aussi il va y avoir des conférences. Il y aura une conférence. L'association s'appelle Le Mur de Lumière.com. Et elle se trouve à Saint-Price. Sa présidente s'appelle Chantal Georges comme le prénom avec un S. Le numéro de téléphone, c'est le 06 68 23 99 18. Je répète, le 06 68 23 99 18. On en parlera un peu plus dans la nuit, mais je pense qu'il y aura une conférence aussi avec la communication animale qui est prévue dans quelques temps. Et le livre de Jean-Louis Aramis, qui s'écrit A-R-A-M-I-S, qui s'appelle 2012, j'ai traversé le mur de lumière. Finalement, pour l'instant, on peut le trouver à cette association. Qu'est-ce que vous vouliez dire pour terminer l'émission, Jean-Louis ? Dire que finalement cette expérience m'a donné beaucoup de joie, ces expériences surtout, et finalement en discutant avec justement des personnes qui avaient été habituées comme à Genève, la Neurosis, qui est habituée donc à traiter et à aider des victimes d'expériences justement de mort imminente. J'ai compris qu'il fallait à mon tour aussi que je puisse aider ces personnes. Voilà, parce que j'ai vu, j'ai appris, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de souffrance parce que ces gens-là ne pouvaient pas en parler dans leur entourage. Ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que là, les exemples que vous nous avez donnés, c'était des personnes d'un certain âge, je dirais même d'un âge certain, et que est-ce que vous avez des très jeunes aussi qui viennent voir ce qui se passe, ou ça les intéresse moins parce qu'ils ont le temps ? Non, si j'ai eu des personnes jusqu'à 25 ans, une qui a eu 25 ans, 40 ans, 30 ans, non, il y a tous les âges, mais il y a eu beaucoup de personnes âgées qui sont venues. À mon avis aussi, parce que c'était aussi une façon de préparer leur départ, quoi. Alors vous dites dans votre livre que vous n'êtes pas là pour imposer des objectifs aux personnes, vous êtes là pour leur permettre de franchir des étapes dans leur propre cheminement et sur leur propre trajectoire. Vous êtes là pour les aider à trouver des explications plausibles aux sensations, aux émotions, aux pensées et aux images mentales qu'elles ramenaient du parcours dans l'autre réalité, parce qu'après, vous les accompagnez quand elles reviennent. Et vous dites qu'en fait, j'ai compris pendant cette période quel était le rôle du véritable guide. On se retrouve tout à l'heure à partir de minuit et j'espère que les auditeurs pourront intervenir sur l'antenne d'IDFM. Merci beaucoup, Jean-Louis Aramis. Merci. Merci, Joël. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils,